Aujourd'hui, c'est toujours le chaos et cette fois, je suis en suite de déménagement et plus tout à fait de couches. Les choses vont et viennent aussi mal que possible, je pourrais dire, mais tout de même, ça remonte, clopin clopin. On va parler d'Adrienne Rich et de son livre La maternité obligatoire. J'arrive à un moment assez particulier puisque Baby a 9 mois, et c'est-à-dire autant de moments dedans que dehors. C'est probablement le début d'une forme d'autonomie que de passer plus de temps ex-utéro que dans le noir. Et il y a quelque chose d'assez émouvant qui, en tout cas, pour moi, se redouble d'autres épreuves, à savoir une nouvelle entorse en plus des fractures précédentes, toujours au pied. Ça s'appelle ne pas avoir de chance ou être un peu fatigué. Peut-être que c'est ça, hein, ce besoin de lever le pied. Adrienne Rich, c'était une très grande poétesse états-unienne et féministe, qui est très connue pour ce livre, La contrainte à l'hétérosexualité, ici et autres essais. On est dans l'édition de Mama Mélis, 2018 je crois, qui est une édition de NQF, de Nouvelles Questions Féministes, et plus récemment pour ces deux ouvrages, Le rêve d'un langage commun, qui est un recueil de poèmes, hein, en hommage, peut-être hommage aux femmes, de l'intime politique, ici, donc, qui a été traduit par Shira Abramovic et Lénaïque Cariou. C'est Lénaïque qui me l'a envoyé, et merci beaucoup pour l'Arche. Et aussi, on en a un petit peu moins parlé, alors parce que c'est moins épais, hein, mais je l'ai quand même pas mal vu circuler, Le sens de notre amour pour les femmes. Ce sont deux textes mis en perspective par Émilie Noteris et Florence Andoka pour les éditions Les Prouesses, et donc il m'a été envoyé par Émilie. Merci beaucoup, Émilie. Et voilà, donc ceux-là, je ne vais pas vous en parler parce que je ne les ai pas encore lus, alors que j'en ai très envie, et je vais quand même vraiment beaucoup parler plus de La maternité obligatoire. La contrainte à l'hétérosexualité, je l'évoque assez souvent, mais ça me permet quand même de les évoquer et de vous montrer, hein, un peu le spectre auquel, enfin, réalisé par Adrienne Rich, hein, donc voilà, de textes très, très divers. La contrainte à l'hétérosexualité, c'est le texte dans lequel elle théorise le fait qu'il y ait un régime hétérosexuel, hein, donc de contraintes, auquel s'oppose le continuum lesbien, qui est pas niqué tout le temps, même si ça peut être un programme sympa, c'est bien davantage l'idée d'une vie en retrait des hommes et une vie homosociale, donc entre femmes. Et ça, c'est quelque chose qui permet de faire du lesbianisme quelque chose qui est bien plus politique que le simple plaisir saphique ou le fait de coucher entre femmes, et qui en fait n'est pas sexualisé, qui désexualise le lesbianisme, ce qui ne veut pas dire le désérotise ou qu'il n'y a pas de sexe, mais que ce n'est pas l'enjeu principal. J'ai surtout envie de parler de La maternité obligatoire, qui vient de sortir donc chez Hors d'atteinte, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, une maison d'édition indépendante avec des textes très engagés, hein. C'était notamment chez Hors d'atteinte que se trouvaient les textes de la rabat-joie Sarah Ahmed, excusez-moi, le nom ne me revenait pas. Celui-ci, ouais, là en revanche, je l'ai acheté assez vite, hein, en librairie à la sortie. On est sur un mars 26, hein, donc en impression mars 26, copyright, je sais plus. Voilà, donc, Adrienne Rich, c'est quelqu'un qui était connu pour sa littérature avant d'être connu pour son féminisme, un peu comme Christiane Rochefort, davantage que quelqu'un comme Monique Wittig, et encore Wittig a eu le prix Médicis. Je pense qu'elles se sont connues, hein, mais là, biographiquement, je suis nulle, hein, sur ces questions-là. Je suis sûre que plein de gens vont le dire en commentaire, c'est super. Mais voilà, je suis en plus dans ce moment où je réfléchis énormément à la maternité. C'est un livre qui parle de la maternité comme d'une institution et pas seulement comme une activité biologique, corporelle, mais aussi comme cette activité biologique et corporelle. Mais enfin, voilà, il ne s'agit pas de revenir sur la mitose ou le développement de la gastrula, quoi, en gros, hein, ou sur les nausées. Je crois quand même que les nausées ont pu être évoquées à un moment, mais c'est vraiment cette maternité comme institution, la maternité politique, dans un
dans des sociétés, dans un monde patriarcal, ou dans des mondes patriarcaux, et de réfléchir à la maternité non pas comme production et élevage d'enfants, mais comme un lien entre les êtres, tout comme le continuum lesbien est un lien finalement de sororité. Et donc, avant la sororité, il y aurait aussi la maternité et notamment le lien mère-fille. Donc c'est le titre de l'expérience intime au point de l'institution. Donc préface de Gabriel Richard, c'est une très bonne préface qui remet les choses en perspective. Et on a une traduction hop, je vais mal le prononcer, j'en suis certaine et désolée. Traduit de l'anglais États-Unis par Valentine Leis. Je sais pas, je vais l'écrire de toute façon en mettant les... Voilà, l'entorse. La nouvelle entorse fait vraiment mal, elle aussi. Mais en tout cas, voilà, qui rend accessible un texte qui, en fait, au départ, date de 76 et a encore été réédité en 86. Je vais revenir sur ce point. L'ouvrage part vraiment donc des questions, on va dire, subjectives, parce que ça sont vraiment les émotions de la colère à la tendresse, une vocation sacrée, le royaume des pères, le règne de la mère, la domestication de la maternité, main de chair, main de fer, ça c'est sur l'accouchement et l'obstétrique, sage-femme ou obstétrique instrumentale, domestication de la maternité avec enfermement, donc des mères, la confiscation du travail, mère et fils, femme et homme, la séance sur les liens, mère et fille, et donc violence au cœur des ténèbres maternelles. Donc on a quelque chose qui est quand même pas spécialement angélique, et on peut même dire, d'une certaine manière, qui va tuer l'ange du foyer. L'ange du foyer, c'est l'image de la mère parfaite, du foyer parfaitement tenu, aux yeux de Virginia Woolf, et image incarnée par sa mère. Donc il faut tuer l'ange du foyer pour pouvoir écrire. Et le texte d'Adrienne Rich est un texte incarné qui fait des allers-retours entre sa propre expérience de la maternité et d'une maternité quand même assez plurielle, puisque Rich a eu 3 fils, dans un mariage, j'ai envie de dire traditionnel, c'est-à-dire hétérosexuel, et elle a quitté son mari, qui, me semble-t-il, s'est suicidé après ça, et a continué d'élever ses enfants en engageant des relations avec des femmes. Donc on est sur finalement un envers et un avers du décor à ce stade-là, donc de ce qu'est la maternité, et avec une prise en compte extrêmement forte des ambiguïtés maternelles. Alors quand on va parler des ambiguïtés maternelles, c'est des choses que je ne comprenais pas, et je ne suis pas sûre de les comprendre mieux maintenant. Mais ce sont donc les émotions profondément contradictoires de l'amour et de la colère, ou de choses de cet ordre-là que l'on peut ressentir envers ses enfants ou envers son statut de mère. Voilà. Je ne sais même plus ce que j'ai noté comme page. Elles ne sont pas forcément au début. Quoi, j'ai noté vraiment... Ah mais ça c'est intéressant pour un autre projet. Tiens, je vais pouvoir le noter. Mais on se retrouve dans un texte qui est profondément sincère et honnête. C'est-à-dire, elle parle vraiment d'elle-même, et on n'est pas dans un texte qui est exactement théorique, on n'est pas dans un texte qui est un journal, une autobiographie, certainement pas une autobiographie de maternité. C'est pas une thèse, même s'il y a une vraie articulation. Oui, on peut dire que c'est quand même une forme de plongée dans des profondeurs maternelles, en assumant aussi cette propre profondeur, cette propre noirceur, on peut dire, voire ce désespoir que peut engendrer le fait d'être mère, avec ou sans amour. Que cette maternité ait été ou non imposée, et accepter, regretter, etc. D'ailleurs, je ne crois pas tellement qu'il y ait des choses sur le regret maternel, mais qui est une notion assez récente. Donc ça, c'est... Voilà. Et qui, en même temps, historiquement situé. C'est-à-dire qu'on a des moments où on a des analyses, d'analyse historique, essentiellement d'hommes, donc jusqu'à Marx et Engels, resituées d'un point de vue féministe. Et donc,
voilà, avec la mise en place d'une historiographie féministe de la maternité, et donc avec quel rapport entre maternité et esclavage, propriété de la terre, c'est pas exactement ça, propriété de la terre d'ailleurs, mais agriculture, domestication, en gros. On est... alors, j'ai une ambivalence par rapport à ce discours historique qui est que globalement, nous... Je connais les grandes lignes de ce récit, je ne sais pas ce qu'il en est historiquement parce qu'en fait, je ne suis pas sûre qu'on puisse le savoir. Et donc, ça a évidemment avancé depuis 1976. Donc là, si on veut lire un texte historique, il faut lire autre chose. Il faut lire en fait des thèses. Si on veut lire des choses qui vont être vraiment très fondées, il faut lire des thèses et il faut lire les comptes rendus de ces thèses, des thèses publiées, les rapports de thèse, etc. Parce qu'une thèse en soi, en fait, un texte ne veut jamais rien dire. Il est toujours pris dans un écosystème de textes qui vont, de textes et de discours, parce que ça peut aussi être dans des colloques, qui vont permettre de dire quel consensus scientifique il va y avoir autour de telle ou telle position, ce qui ne signifie pas que les choses vont être vraies ou fausses, mais ce qui signifie que c'est ce qui sera considéré comme une norme à un moment. Et ces normes vont évidemment bouger, mais voilà. Et ça ne signifie pas qu'il y a un progrès. On peut aussi oublier les idées. Je crois que Chandler a travaillé aussi là-dessus, pas seulement sur les œuvres perdues. Mais l'oubli des idées, c'est très intéressant, cette pensée qu'on peut oublier une idée. Donc, voilà, je ne sais pas si je le conseille complètement, ce texte. En tout cas, je tiens à cette mise en garde qui est, ce n'est pas un texte historique ou historiographique, c'est un texte réflexif. Et réflexif dans ces deux sens, d'une réflexion sur elle-même et d'une réflexion donc, sur cette institution de la maternité documentée. Mais ce n'est pas à lire pour cette documentation principalement. Pour ces raisons-là, d'obsolescence, voilà. Ou en ayant ça en tête. En tout cas, j'ai quand même pris plein de notes et il y a plein de références que je vais aller retrouver. Et en même temps, c'est un texte qui s'incarne et assume une subjectivité certaine, en partant d'elle-même. Ce qui, on s'en rappelle, est aussi une façon, non pas de renoncer à l'objectivité, mais d'admettre que cette objectivité est impossible et que soi-même, on peut être un lieu de mise en place d'une épistémologie ou d'idées, enfin, qui a quelque chose de récit en soi-même. Et à ceci s'ajoute que pas mal de références, il y a des passages entiers, notamment sur les relations, vont être issus d'approches psychanalytiques. Et d'approches psychanalytiques qui ne sont pas du freudisme, mais qui vont reprendre Freud en y apportant des corrections ou une analyse critique féministe. Mais ça reste de la psychanalyse. Donc, j'ai plutôt une certaine méfiance vis-à-vis de la psychanalyse, et c'est quelque chose que j'adopte assez rarement, ou assez peu. Une méfiance, c'est pas un rejet, c'est vraiment une méfiance. Mais bon, voilà, moi, je m'y suis pas forcément retrouvée. Donc, si vous êtes vraiment braqué contre la psychanalyse, faut pas y aller. Voilà. Et après, vous pouvez aussi dire, c'est pas je les saute, ou ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est quelle critique féministe apporte une féministe des années 70 à cette dimension sexiste de la psychanalyse. Qu'est-ce qu'elle en sait ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle retient ? Qu'est-ce qu'elle met en avant ? Et qu'est-ce qu'elle en fait ? C'est-à-dire qu'on peut faire du livre aussi un objet langage et l'étudier pour ce qu'il est, c'est-à-dire un livre de son époque. Donc, voilà, la table des matières, je sais déjà plus si j'ai... En fait, j'ai fait une première vidéo de 20 minutes sans oublier d'enregistrer. Je n'ai pas dit qu'on était en forme. On part donc de colère et tendresse pour une vocation sacrée, entre guillemets. Évidemment, cette institution sacrée va être remise en question. Le royaume des pères, le règne de la mère, la domestication de la maternité. Main de chair, main de fer, là, on est vraiment sur l'accouchement, globalement sage-femme versus obstétrique.
la confiscation du travail, mère et fils, femme et homme, mère et fille, violence au cœur des ténèbres maternelles. Donc on va avoir quelque chose qui va plonger dans l'ambivalence ou dans la contradiction, en fait, que peut porter en soi la maternité comme une institution finalement violente, notamment pour les mères en les inscrivant comme ça dans des rôles sociaux, dans des attentes dont il n'est pas suffisamment dit, à mon avis, qu'il s'agit quand même avant tout d'exploitation. Ici, là. Et avec cette idée extrêmement forte, et que je m'étais jamais dite, hein, mais que notre première expérience de corps, bien sûr, c'est l'expérience d'une mère, mais que la première fois qu'une femme rencontre une mère, c'est la sienne. Et ça m'a eu l'air lumineux quand je l'ai lu, mais là, tout de suite, je vois plus pourquoi. Mais en fait, sur cette espèce de présence-absence de la maternité, pour tout le monde, et notamment des femmes, c'est-à-dire que moi, quand je pense à la maternité, je pense en fait d'abord à ma propre maternité, c'était le cas avant de devenir mère, je m'imaginais dans l'impossibilité aussi de le devenir, c'était inconcevable, enfin. Puis dans cette... Mais c'est pas forcément, quand je pense maternité, je pense pas forcément à la place de ma mère. Et donc là, on va être en plein féminisme années 70, avec une dimension très forte de méfiance vis-à-vis d'une certaine science patriarcale et de technologie. Suzanne Brown-Miller, donc là pour le viol, c'est son texte sur le viol qui est traduit en français depuis peu de temps, je l'ai lu en anglais. Suzanne Griffin, que j'aime beaucoup pour La femme et la nature, sont très citées. Audre Lorde l'est, moins, il me semble. Moa Widali est très très citée. Elle est peu traduite en français. En fait, on est dans un texte qui donne une grande part, pas forcément à l'essentialisme, mais au différentialisme. Donc à une différence irrévocable entre femmes et hommes. Et cette différence, elle a quand même une dimension essentialiste. En tout cas, elle a une dimension corporelle très marquée. Et donc ça va expliquer pas la phénoménologie, on n'est pas dans de la philo-phénoménologiste, mais dans cette dimension corporelle, elle va être appréhendée par le biais de la psychanalyse sur la proximité au corps. Et donc ça en fait, moi, c'est pas ma façon de le faire. Et en même temps, c'est pas directement ou complètement essentialiste dans la mesure où c'est la maternité comme institution à partir d'une capacité corporelle qui est reprise. Donc, il y a c'est là où ça va se poser. Donc, globalement, si on veut lire une documentation très large qui va avoir une certaine obsolescence et être très clairement marquée dans son axe féminisme deuxième vague, c'est extrêmement documenté, c'est très fort. Et tout ce récit des origines d'une humanité pré-patriarcale, forcément matriarcale, ça aussi je trouvais ça très intéressant, est très présent. C'est très très présent. Donc pourquoi avons-nous peur des mères? Parce que la mère était puissante, etc. Donc là on a tout un historique. J'avoue que c'est pas mes intérêts principaux, donc là j'étais pas exactement là. Mais ça peut... ça je le lis pas comme une vérité. Ce genre de choses, je le lis comme un récit des origines et j'en fais un objet langage. C'est-à-dire, je le lis comme je lis une féministe du 19e siècle, en fait. Je le lis pour l'analyser, pas pour y adhérer. Bon, on peut quand même y trouver son compte de diverses façons, mais je vais faire quand même des remarques plus mesurées. C'est en même temps par l'alternance de type de documentation, c'est-à-dire que soi-même devient un document, sans aucun problème. C'est extrêmement fort à plein de moments les alternances entre des récits historiques, de la documentation, de l'analyse, c'est très très référencé et cité. Et donc d'énormément de réflexions qui sont pour
beaucoup brillante, vraiment brillante. Donc c'est un texte qui va vraiment scintiller, qui souvent va se dérober, qui d'autres fois on va être moins fort. Voilà. En tout cas, moi, il m'a semblé extrêmement important pour parler donc de ce différentialisme qui va en fait rester un essentialisme et revenir en fait, notamment par cette question du corps. Je veux quand même dire un truc qui rend le texte d'autant plus précieux, c'est qu'il est accompagné d'une préface, enfin une préface introduction, d'une préface de Gabriel Richard qui situe très bien les œillères que peut avoir de temps à autre Adrienne Rich sur tel ou tel point, et être encore plus sévère que Rich l'est avec elle-même. Et voilà. Donc c'est un texte qui cherche à comprendre la maternité, non pas en soi, mais dans un monde patriarcal, et en même temps donc de ce que peut encore sauver, préserver la maternité, quoi. Ou de ce que va porter la maternité en plus d'un enfant. Et c'est notamment sur les questions de race et de classe que Rich a des gros manquements, sur lesquels elle est elle-même revenue en 86. Donc c'est un texte de 76, et c'est visiblement un texte qui est arrivé à un moment où les féministes parlaient très peu de maternité, ce qui n'est plus le cas en 86. Et il s'agit en fait de considérer la maternité non pas comme la production d'enfants, mais comme un lien entre les personnes. Et donc c'est un lien qui finalement se place avant même la sororité. Parce que le premier lien que l'on va expérimenter, c'est le lien de maternité où on est l'enfant d'une mère. Et donc il y a une forme d'universalité dans ce lien. Ne serait-ce que pour la vie utérine. Et ce lien corporel, il est... alors c'est pas qu'il est pris dans une institution, mais il est institué, il est transformé. On ne le connaît que par une institution qui donc le médicalise, et on retrouve ce qu'on va, les mêmes ambivalences qu'en écoféminisme, c'est-à-dire une critique très bienvenue de la surmédicalisation des accouchements, de la vie, et donc cette appropriation, standardisation des corps, et des événements des corps comme de la nature, et en même temps aussi quand même affleure l'idée d'un discours de nature que globalement le corps et les primitifs, et surtout les primitives autochtones, accoucheraient très bien, pas instinctivement, ça c'est jamais dit, mais bon, peut-être qu'on n'a pas besoin de la médecine, quoi, parce que quand on est vraiment dans la nature, ça fonctionne. Bon, et ça, voilà. Et donc main de fer, main de chair, c'est ce vieux conflit très présent, je crois que c'est de 71, donc mis en avant par Heinrich et Endlich, sorcière, sage-femme et guérisseuse, donc ça j'en ai fait des vidéos il y a longtemps. Mais sur la concurrence entre les sages-femmes et l'obstétrique instrumentale et diplômée. Et en fait tout ça, c'est vrai, mais historiquement c'est exagéré, tout comme l'idée d'un génocide sorcier, qui elle est historiquement fausse. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sorcières, ni qu'elles n'ont pas été brûlées, mais ce n'est pas un génocide. Voilà. Ça, c'est faux. En revanche, il y a une façon de traiter les sorciers et sorcières qui parle donc là davantage de la féminité, mais en fait, ce dont ça parle vraiment, le génocide, la chasse aux sorcières et aux sorciers, c'est l'antisémitisme. Si les sorcières font le sabbat, c'est pour le Shabbat. Voilà. En gros. Donc mais c'est pas anodin et c'est pas rare en fait. Ça, il y a un livre, Les Marginaux. J'ai pas fini, il était très psychanalysant lui aussi. Mais qui montre les liens entre l'antisémitisme et la misogynie notamment. Il y a des... Voilà, donc, voilà, c'est très très clairement lié.
Mais ce qui est visé par les chercheuses, les militantes qui vont mettre ça en lumière, c'est évidemment pas l'exactitude historique, même si elle est prétendue, hein, à un moment, il n'y a pas de volonté de mensonge, mais c'est aussi d'apporter une... ça c'est vraiment ce que je reprocherais au livre de Zancarini Fournal sur les sorcières, et notamment sur Caliban et la sorcière. Bien sûr que Caliban et la sorcière n'est pas juste historiquement. Caliban et la sorcière sert à construire un personnage de victime qui est déjà construit avant. Federici, son job, c'est de lier colonisation, capitalisme et gender, histoire du genre, par la chasse aux sorcières. Alors que la chasse aux sorcières est déjà un objet historique, un peu depuis Michelet, mais la dimension de genre, elle est présente, mais elle n'est pas exacerbée, mais depuis au moins Françoise Daubonne. Donc, voilà, et ce qui est dit par le génocide sorcier, c'est pas que toutes les femmes sont des sorcières. Ce qui est dit à ce moment-là, c'est l'imposition d'une norme qui va être beaucoup plus durement appliquée aux femmes, l'instauration d'un certain type de savoir. Donc, une science moderne qui ne s'impose pas par la preuve, pas uniquement ou exclusivement par la preuve, mais par son exclusion, donc d'autres types de savoir. Et donc c'est épistémologiquement beaucoup plus intéressant et important, cette question-là. Donc, voilà, donc là, ça va être un peu là, mais voilà, on retrouve ces moments années 70, donc en cela, c'est vraiment très très proche de La femme et la nature, qui est un livre superbe, très poétique en plus, très très beau, La femme et la nature, et qui revendique, hein, nous sorciers aussi. Et je pense que j'aurais adoré ça il y a quelques années, et j'y suis plus rétive, ou plus exactement, en fait j'ai un regard beaucoup plus analysant, beaucoup plus critique, littéralement critique sur ces approches pour le moment. Alors, ce que j'aime beaucoup, donc, c'est cette dispositif. Donc, on a la préface qui explique les manquements au niveau essentiellement race et classe d'Adrienne Rich, mais ces manquements, Rich les met en exergue elle-même par les notes de 86. Donc, en fait, on a un texte de 76 annoté en 86. Et avec en plus une préface de 2026, pas de Rich, mais d'une autre. Mais déjà, en fait, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et qui nous montre bien, me semble-t-il, ce qu'est une pensée en mouvement. Voilà. Et donc, ça met en exergue des choses qui m'ont paru très choquantes, mais je suis pas sûre qu'elles m'auraient paru choquantes il y a 10 ans ou 5 ans, voilà, très clairement, mais notamment, à un moment, elle raconte avoir été élevée par une nounou noire, et elle l'appelle la maman noire, et en fait, elle en parle en tant que la petite fille de cette nounou, mais pas du tout en tant que cette mousse qui aurait été aussi déplacée, mais il n'y a aucun décentrement par rapport à ça. Donc il y a vraiment souvent une conscience, hein, d'un sort commun et d'inégalité raciale forte. Aux États-Unis, dans les années 70, il faut être aveugle pour ne pas le voir, notamment stérilité pour les unes, avortement interdit pour les autres. Voilà. Enfin, stérilisation, pas stérilité. Et en même temps, il y a plein d'autres moments où elle ne voit pas qu'elle a un discours classiste, par exemple, ou raciste, mais elle va le signaler en note. Et la préface va d'autant plus signaler cela. Et ça fait quelque chose qui est quand même extrêmement précieux. Je voudrais lire un élément de la postface. Celle-là, je n'ai pas compris de quoi elle était. C'est très très fourni. Sur ça, qui m'a... Donc voilà, il y a globalement... En fait, il y a une ambiguïté permanente entre nature-culture, c'est normal, c'est mon sujet, donc je le vois partout. C'est-à-dire qu'elle reprend, elle voit bien le discours qui met les femmes du côté de la nature et les hommes du côté de la culture, et comment les garçons notamment sont amenés à naître une deuxième fois en étant arrachés aux femmes
pour accéder vraiment à la culture, à la civilisation, c'est-à-dire en fait à la masculinité par amputation, donc d'une part féminine, en fait, c'est-à-dire par amputation d'émotions, plutôt que d'une part féminine, et de leurs émotions et d'attachement et même de la fréquentation des femmes de manière amicale. Et ça, en fait, c'est encore lieu. Et donc, il y a vraiment une oscillation qui est très années 70, mais en fait, on l'a encore. Et je trouve que c'est intéressant de dire ça aujourd'hui parce que cette oscillation, elle se joue et elle se rejoue en ce moment dans une période qui est très clairement en cours de fascisation. C'est-à-dire, comment parler de corps assimilé à de la nature en refusant le schéma nature-culture, en valorisant cette nature et en ayant une légitimité culturelle dans le même temps. En fait, elle fait un truc un peu impossible, c'est-à-dire qu'elle veut à la fois valoriser la nature et refuser la nature-culture dans le même temps. Et c'est pas dit aussi clairement. Donc ça va expliquer pas mal d'ambiguïtés épistémologiques. Je vais quand même lire un passage que j'ai beaucoup aimé. Je suis page 424. Je suis convaincue qu'il existe des manières de penser que nous ne connaissons pas encore. Pour moi, ces mots signifient que de nombreuses femmes sont en ce moment même en train de développer des modes de pensée que la tradition intellectuelle nie, dénigre ou est incapable de saisir. Penser est un processus actif, fluide, expansif. La pensée, le savoir sont des récapitulations de processus passés. En affirmant que nous sommes loin d'avoir fini d'explorer ou de comprendre notre inscription biologique, le miracle et le paradoxe du corps féminin et ses significations spirituelles et politiques, je pose en réalité la question de savoir si les femmes ne pourraient pas commencer enfin à penser par le corps, à relier ce qui a été si cruellement dissocié, nos grandes capacités mentales à peine utilisées, notre sens tactile surdéveloppé, ça démontrait, à notre génie de l'observation minutieuse, notre physicalité complexe, endurante à la douleur et capable de plaisirs multiples. Ça, là, on a quand même de l'essentialisme. Voilà. Je ne connais pas une seule femme, vierge, mère, lesbienne, mariée, célibataire, qu'elle gagne sa vie comme femme au foyer, serveuse dans un bar ou opératrice de scanner, pour laquelle son corps ne constitue pas un problème fondamental. Mais moi, c'est pas mon premier problème, même avec les pieds pétés. Sa signification obscure, sa fertilité, son désir, sa prétendue fragilité, son expression sanglante, ses silences et transformations et ses mutilations, ses viols et ses maturités. Pour la première fois, il devient possible de faire de notre physicalité un savoir et un pouvoir. La maternité physique n'est qu'une dimension de notre être. Et ça aussi, là. Nature plein gaz, boum, on arrête tout le temps. Nous savons que la vue d'un certain visage, le son d'une voix peuvent faire affluer des vagues de tendresse dans l'utérus. Du cerveau au clitoris, en passant par le vagin et l'utérus, de la langue au mamelon et au clitoris, du bout des doigts au clitoris puis au cerveau, des mamelons au cerveau puis à l'utérus, nous sommes traversés de messages invisibles porteurs d'une urgence et d'une agitation qui ne peuvent être apaisés d'une potentialité cognitive que nous commençons tout juste à soupçonner. Nous ne sommes construites ni de l'intérieur ni de l'extérieur, notre peau est animée de signaux, notre vie et notre mort sont inséparables de la libération ou de l'entrave de notre corps pensant. Mais la peur et la haine de notre corps ont souvent paralysé nos esprits, certaines des femmes les plus brillantes de notre époque essaient encore de penser depuis un lieu situé en dehors de leur corps féminin, ne faisant que reproduire des modes de pensée anciens. Donc il ne s'agit pas de rester ou de redevenir femme, barbare, mais d'avoir quelque chose de l'ordre d'une femme nouvelle, hein, avec ses connexions. En plus, on a des moments où même un petit moment presque techno, hein, dans la description physique. Beaucoup de femmes, un peu plus loin, perçoivent tout appel au physique comme une négation de l'esprit. Pendant trop de siècles, nous avons été vus comme pure nature, exploités et violés comme la Terre et le système solaire. Il n'est guère surprenant que nous aspirions maintenant à devenir culture, pur esprit, pensée. Pourtant, c'est précisément cette culture avec ses institutions politiques qui nous a rejetés. Ce faisant, la culture s'est aussi détachée de la vie. Et donc là, on a vraiment ce paradoxe, voir un discours de nature revenir vers du vitalisme, en fait.
Et c'est ça que je soulignais un peu chez Joseph Andras sur d'autres thèmes. Alors, ça fait un texte qui, moi, m'appuie sur mes paradoxes, mais un peu de côté, quoi, sur d'expliquer toutes mes entorses actuelles. C'est-à-dire que moi, je veux absolument pas faire du corps un point de départ, mais un passage. Voilà, de la réflexion, hein, pas... Mais c'est-à-dire que, et donc finalement, en reprenant par exemple le fil temporel de la vie, bah, oui, enfin, on est encore avant d'avoir conscience de son corps et d'en avoir un contrôle plus ou moins important et plus ou moins long. Et on n'est pas tous en contrôle de nos corps du tout, et on n'est pas complètement en contrôle de nos corps. Moi, je ne maîtrise pas mon rythme cardiaque, vous voyez, et on ne maîtrise pas forcément ses sphincters. Baby, on ne contrôle pas du tout ses sphincters. On voit bien des moments où la chose est subie, hein, voilà, voilà. Mais et c'est pas qu'une question d'âge, mais voilà, et c'est pas exactement de ça, donc c'est vraiment... voilà, donc, voilà, ça a vraiment été très marquant au moment de la description des accouchements, comme des accouchements potentiellement sans douleur, voire empouvoirants. C'est vraiment des choses où je me disais, bon, voilà, est-ce que ça existe ou pas ben, oui, je crois sans mal que ça existe pour plein de femmes et que donc bon, ben, la péridurale, le déclenchement ralentissent le travail, je le crois sans mal. Bon, mais le travail est de toute façon plus long pour un premier accouchement que pour les suivants. D'autres choses sont plus difficiles hein, quand on accouche après, par exemple les tranchées, hein, donc les contractions utérines après l'accouchement, quand l'utérus reprend sa place, c'est plus douloureux quand on a eu déjà des enfants, et plus on a d'enfants, et plus ça fait mal. Et d'autres choses sont plus faciles, visiblement. Moi, je veux dire, je veux dire, moi, prix mi part. Hein, mais voilà. Et en même temps, je suis arrivée à l'hôpital après 36 heures de travail. Donc, ouais, je veux dire, donc je vois bien en quoi la position, par exemple, la position allongée, comme d'abord faite pour les sages-femmes et les médecins, c'est une évidence. Voilà. Et en plus, voilà, j'étais dans un fauteuil très allongé, même si pas complètement. On n'a pas d'étrier, enfin, j'avais pas d'étrier, j'avais des jambières. Donc, pour maintenir complètement les jambes, c'est pas 100% confort. Et bah, on m'a posé une sonde en même temps que la péridurale. Mais en fait, quand une péridurale, donc moi, que je voulais, je m'étais dit, on verra si j'accouche nature peinture ou pas, quoi. Bon, mais en fait, après 36 heures de travail, je savais que je ne pouvais plus encaisser la douleur. Ça faisait 36 heures que j'avais des contractions. Quand j'ai été à l'hôpital, et j'ai encore passé 17 heures en salle de naissance. Donc ça aurait pu être moins long dans d'autres circonstances, mais les 36 heures, je me les suis cognées quand même. Et ma dernière nuit, avant d'avoir accouché chez moi, j'avais une contraction toutes les 7 minutes. Bon, mais vous dormez pas bien quand vous êtes réveillé toutes les 7 minutes par une contraction. C'est... donc ouais, je veux dire... ça, c'est la partie naturelle de mon accouchement, on va dire plus exactement naturelle, spontanée. Donc, la péridurale, pourquoi le fauteuil, pourquoi... bon, ben voilà, vous sentez moins, on vous interdit de vous lever et tout ça. Mais parce que, en fait, si vous vous levez, vous tombez avec une péridurale, parce que vous n'avez plus le contrôle de vos jambes. Donc, c'est pour ça qu'on ne mange pas, parce que l'estomac est anesthésié, en fait. Et ça, je veux dire, voilà, j'ai bu trop de sirop, à un moment, j'ai tout gerbé. C'est pas... parce que ça ressort, c'est même pas... donc on a un peu faim, enfin on sent, enfin on a un peu la nausée, on sent que ça remonte, mais... Donc voilà, vraiment, là, ce pourquoi j'avais eu d'abord un enthousiasme, puis une méfiance, hein, donc sur ce discours de nature, globalement le corps va savoir, ouais, mon corps il savait peut-être, mais enfin j'étais épuisée, quoi. Je suis arrivée épuisée, et donc la péridurale m'a permis de dormir par coup de 2 heures. Et c'était franchement cool à ce moment-là. Et je dis pas que le reste a été cool ou quoi, j'ai eu un accouchement qui en fait a quand même été compliqué, et avec une hémorragie, des cheveux, pas d'épisio, puisque en fait Baby est arrivé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps, sinon il y aurait eu. Et les points qui ont sauté encore à domicile, et machin. Enfin, je veux dire, ça a été compliqué, quoi. Je pense que je serais morte au 19e siècle.
vu l'accouchement que j'ai eu. Et je parle même pas de ce qui a suivi dans les jours à l'hôpital, mais ça a été compliqué aussi, quoi. Euh, Avant même d'être à domicile. Mais là, voilà, en tout cas, ce que je vois, c'est que j'avais aucune envie d'avoir une sonde, mais dans les faits, on n'allait pas me mettre un bassin, quoi. Et sinon, j'aurais baigné dans ma pisse, quoi. Parce que j'avais plus le contrôle de ça, donc j'avais une sonde. Alors, c'était pas très agréable, mais c'était. Donc, et après, je sais qu'on m'a percé la poche, puis déclenché avec de l'ocytocine, parce que ça venait pas. Et oui, mais ouais, je veux dire, le truc, c'est que en fait, ce qui peut bien se passer dans des bonnes circonstances, ne se passe pas forcément bien à chaque fois. Et c'est-à-dire, là, moi, je suis arrivée épuisée, en fait. Donc, je n'avais plus en moi la ressource pour faire en sorte que ça se passe bien. Et il n'y avait pas de moyen de m'anesthésier ou quoi. Donc, alors, Rich raconte elle-même que ces 3 accouchements ont été faits complètement endormis. Donc, j'ai pas compris si c'est une anesthésie générale ou très locale, mais voilà, c'est quand même des. Enfin, donc, je comprends une fascination pour des accouchements par voix basse avec un sentiment de puissance, mais enfin, globalement, ça se passe pas non plus toujours comme ça, quoi. Et parce que cette question en fait, dans quel état on arrive au moment où on va. Alors, mais j'aurais pu ne pas être à l'hôpital, mais de toute façon, c'était pas arrivé, quoi. On n'y était pas. Donc, et le travail, ça met beaucoup de temps, quoi. Je veux dire, alors ça peut mettre beaucoup de temps, ça met pas toujours beaucoup de temps. Mais quand ça met vraiment du temps, même si toutes les circonstances de votre vie fonctionnent, voilà, ce truc de nature, tu vois, clairement, c'est c'est une connerie, quoi. Voilà, ça marche pas. Ou ça marche pas pour tout le monde, c'est pas vrai. Et donc, voilà, les notes de 86 sont vraiment précieuses pour vous montrer cette pensée comme ça qui avance, qui veut, qui, 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 qui prépare des choses pour la suite. Et donc, en le lisant, je me suis dit plein de fois, je me reconnais pas du tout dans cette maternité. Et il y a eu plein de fois où ça marchait. Donc, je me reconnais pas exactement dans ces questions vis-à-vis de ma mère, par exemple, parce qu'il y a un gros passage sur ça. Je me reconnais globalement pas dans la psychanalyse. Je me reconnais pas dans euh, les colères contre Baby. Voilà. Donc, moi, j'ai des moments de colère ou de rage. Il n'y a jamais eu aucun regret. Et il n'y a pas eu En fait, il y a des moments où je suis en colère par impuissance d'arrêter. Des pleurs, ou surtout, moi, le plus dur, c'est en fait c'est même pas les pleurs, c'est de ne pas dormir. Voilà. De ne pas dormir assez. Mais. Donc ça peut être très dangereux. Voilà, ça. Et c'est très très important. Mais c'est pas. Enfin, ouais, il y a plein de choses sur la culpabilité permanente de ne pas faire assez. Je ne le ressens pas du tout. Et je pourrais faire plus, hein, mais je me sens très bien. Et, et en même temps, quand je dis ça, ça m'a fait un bien fou, en fait. De me dire, ah ça va, en fait. Donc, ouais, alors j'ai quand même toujours envie de faire un truc en plus, mais je me sens pas coupable. Donc, c'est grande victoire. J'ai vu un magasin de jouets et de livres pour bébé et je ne suis pas entrée. Victoire. Entrer dedans et rien acheter, impossible. Mais je ne suis pas entrée. Bon, voilà, il y a comme ça des choses hein, qui vont, qui viennent, voilà, où je ne me suis pas réellement trouvée dedans, mais plutôt pour de bonnes raisons, enfin globalement, je trouve. Et donc voilà, il y a ça. Donc. Et tout ce rapport au corps comme prédominant. Donc ça explique en partie le grand attachement pour Mary Daly, qui est très cité, et Janice Raymond, euh, c'est-à-dire deux figures de ce féminisme radical, qui n'est pas du féminisme matérialiste, mais qui peut en dériver, et qui a armé le mouvementaire, c'est-à-dire la partie transphobe du féminisme. Et je considère qu'il y a bien un féminisme transphobe, comme il y a du fémonationalisme ou du féminisme blanc ou du féminisme bourgeois, tout peut s'accumuler, non pas pour dire que
En fait, là, je suis pas en train de faire un plan de manif, quoi. Je n'organise pas un cortège. Je veux dire, en tant qu'objet d'étude, il y a bien des personnes féministes transphobes. Qu'après, on les considère ou non comme féministes, en fait, c'est pas à moi de le dire, quoi. Et là, c'est la définition de qu'est-ce qui... pas de qu'est-ce que... mais de qui est une femme qui va jouer. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va servir de définition à femme? Bon, ben, si femme, c'est le corps cis féminin, la maternité, l'utérus, bah, c'est dur de pas être transphobe, quoi. Et donc ça, c'est l'énorme écueil. Et donc, c'est pas un écueil en passant, c'est en fait une définition de base transphobe parce qu'elle part du corps. Et je ne sais pas comment parler de maternité sans parler du corps. Et en même temps, en fait, il y a plein de choses dans lesquelles je ne me suis pas du tout reconnue parce que, non pas... pourtant, moi, je veux dire, j'en suis à 9 mois d'allaitement, donc il n'y a pas un refus du corps hein, chez moi, du contact avec baby ou des choses comme ça. Il n'y a pas. C'est pas ça qui se joue. Mais moi, je suis donc très gênée par une érotisation et même une sexualisation des contacts corporels, comme donc ils peuvent se trouver notamment dans l'allaitement, dans le ci, dans le machin, dans la possibilité orgasmique de l'accouchement. Donc je sais que ça existe, clairement ça n'a pas été mon expérience. Mais voilà, ou de l'excitation possible pendant l'allaitement. Ben, je savais que c'était possible, je le lis très clairement chez Adrienne Rich. Moi je ne le ressens pas. Voilà, là, je ne l'ai jamais ressenti. Donc, donc voilà, voilà, il y a quelque chose qui pour moi est vraiment mystérieux à ce niveau-là. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas, ni qu'il ne faut pas en parler. Hein. Mais bah, voilà, j'y suis pas. Ça peut être donc voilà, transphobie très certainement, mais transphobie banale de la part d'Adrienne Rich, c'est-à-dire elle cherche pas à être transphobe, elle l'est pas de manière exactement ordinaire, mais elle est en tant que féministe qui part de son point de départ sans réfléchir au-delà, quoi. Mais voilà. Et par son soutien avec d'autres figures qui vont être, elles, explicitement transphobes. Pour le reste, je n'en sais pas plus. Ce qui m'a particulièrement frappée, et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que sur un livre sur la maternité, elle ne parle jamais des enfants. Enfin, où elle parle tout le temps des enfants, mais que par rapport à elle. Donc c'est un livre qui est aussi profondément adultiste. Et alors, parce que dans ce cas-là, la maternité, on parle de quoi? On parle du fait d'être mère, et être mère, cis ou trans, c'est pas la même chose qu'être parent, ou qu'être père, ou évidemment qu'être tonton. Elle parle mais la parentalité, on sait très bien qu'elle peut avoir d'autres contours, et elle le sait, hein, qu'elle peut être dépassée. Elle dit même hein, qu'il faut réfléchir aux utérus artificiels, et elle cite Firestone pour s'en détacher. Non, mais ça m'a vraiment intéressée, hein, mais mais où sont les enfants? Et quand elle parle de colère ou de peur, elle parle de sa culpabilité. Mais il se passe quoi pour les gamins? Et de quoi ça m'a... Enfin, moi, si j'ai une interrogation, c'est ça, en permanence. Et c'est d'autant plus frappant après avoir lu Clémentine Boyer. Je l'avais un peu signalé déjà la semaine dernière. Et d'autres, hein, bien sûr. Mais dans le rapport au corps, finalement, ben, ouais, c'est-à-dire que dans le rapport au corps, j'ai le grand bonheur des câlins. Et la tétée est un câlin. Le biberon est un câlin plus distant. Donc là, il y a clairement une proximité, même sur le positionnement, hein, par rapport contre soi, hein, qui change. Mais bon, un bébé qui fait la sieste sur vous, il fait la sieste sur vous de la même façon, hein, avec ou sans allaitement au sein. Euh, mais le rapport corporel aux enfants, bah, c'est aussi... si on parle que en tant qu'adulte, hein, c'est d'avoir quand même souvent mal aux oreilles, les cheveux tirés en permanence. Bon là, moi, avec les pieds pétés, j'ai baby qui court, qui rentre, parce que j'étais attrapée. C'est se voir et rigoler, c'est se pencher tout le temps, se pencher, voilà, c'est le manque de sommeil, enfin,
Voilà, ou c'est sentir l'eau chaude pendant les bains, c'est avoir les mains sèches à force de les laver, et quand même très hydratée parce que j'ai pas envie de faire mal avec les peaux sèches, mais c'est... Mais en fait, moi je ressens pas tellement mon utérus, quoi. Et donc c'est... Il y a vraiment quelque chose qui m'est profondément mystérieux dans l'expérience. Et là, moi, j'ai l'impression de traverser beaucoup d'épreuves avec mon corps ces temps-ci, mais finalement, enfin, d'enchaîner comme ça, grossesse, perte de poids, légère reprise avec l'allaitement, toutes ces emmerdes, c'est ça aussi, hein, qui a permis, enfin, qui a amené comme ça un départ de prise de poids, pied pété, grosse prise de poids. Deuxième pied, j'ai vraiment cru péter, finalement c'est une entorse. Là, moi, enfin, je veux dire, euh, est-ce que la grossesse, c'est une expérience qui est si différente d'une fracture? Est-ce que, donc là, il y a un moment d'avortement pour dire, bon, voilà, les gens n'aiment pas se faire opérer, donc on va pas non plus aimer se faire avorter. Ça, c'est du génie, ça, il faut le dire. Je l'avais lu ailleurs, mais il faut le dire. Personne n'aime se faire opérer. On va pas avorter pour le plaisir ou pour le confort, mais on va pas non plus avoir des espoirs en permanence, quoi. Et donc, c'est... Mais voilà, en fait, j'ai vraiment pas l'impression qu'on expérience de la parentalité, parce que finalement, dans le fait de porter baby, de pousser la poussette, d'avoir les pieds cassés, des trucs comme ça, là, en termes de corps, il n'y a pas de différence. En termes de rapport au monde, le fait d'être une femme cis, oui, très clairement. Et dans le fait d'allaiter, on n'est pas obligé d'être la mère biologique pour allaiter, c'est le plus courant. Non, mais la plupart des femmes n'allaitent plus à 9 mois en fait. Donc c'est... Voilà, pour moi, ça ne résout pas encore cette question il y a quelque chose qui me trouble profondément et qui est abordé dans le livre. Et donc ça, c'est... Qui est que mon corps ne m'appartient pas, mais j'aime pas le dire tel quel. Mais il y a une utilité de mon corps, notamment par l'allaitement et pas uniquement, mais aussi du fait de porter, de tirer, de machin, qui est extrêmement visible, qui rend mon corps invisible, euh, à du male gaze en quelque sorte. Euh, il y a une espèce de désexualisation d'un côté qui va du côté d'une exacerbation de la fonctionnalité du corps, de son utilité, qui en plus pour moi est quand même très entravée en ce moment, puisque j'ai quand même vachement mal aux pieds tout le temps. Et donc des pieds, des chevilles, des ci, des machins, enfin bon, voilà, ça infuse, ça fait mal au dos, enfin le mais voilà, moi, je peux dire que la maternité casse les pieds là, ouais, là je le sens vraiment comme ça, corporellement. Alors que enfin, les questions physiques immédiates, et c'est sur la ceinture abdominale, quoi. Voilà, je le sens, et encore, ça c'est parce que là aussi, la sédentarité, l'immobilité des fractures m'ont disloqué en fait. Ils m'ont disloqué ce que je rattrapais par la rééducation, j'ai dû réarrêter le sport. Enfin, mais voilà, finalement, la succession de ces événements corporels me renforce dans l'idée que la grossesse est un événement hyper important, mais que c'est vraiment pas le seul. Et, et que j'avais pas du tout mesuré à quel point c'est un chamboulement corporel. Et là, je parle vraiment de la grossesse. Et que la maternité, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est quand même tellement pas naturel, quoi. Tellement, et pourtant tellement évident. Mais je pensais que je sais pas moi, je m'étais imaginé la rencontre et l'amour pour bébé comme un débordement. Voilà. C'est pas un débordement. Enfin, pas pour moi. C'est juste que je peux plus imaginer ma vie sans mon bébé.
Et voilà, c'est juste une évidence permanente. Voilà. Il n'y a pas de débordement, sinon il y a des questions, je vois qu'il faut apprendre à poser des limites sur comment on mange de la purée, enfin. Mais c'est évidemment profondément corporel, avec des trucs très bizarres. Hein, voilà. Je sais pas, il y a trop de gens qui m'ont tripoté le ventre, ma tante, hein, qui m'a même fait mal, enceinte. Par contre, on me parlait tout le temps de mon ventre. Euh, mais c'est... Je pense en fait qu'il y a encore des choses à écrire sur ça, qu'on avait besoin du livre d'Adrienne Rich, mais que je vais évidemment lire les autres. Que c'est vraiment important, j'ai quand même pris plein de notes sur tout ça, mais qu'il y a encore d'autres choses à faire. Et que c'est extraordinaire comment elle ouvre une espèce de boîte de Pandore et qu'elle offre d'autres modèles, mais il faut encore ouvrir l'éventail. Et je vous dis à bientôt.